commencer, puisque David Dufresne est en route, qui va nous rejoindre à l'instant, et Karl Lasque, que je remplace au pied levé, qui s'occupe des violences policières à Mediapart de manière générale et régulière, le fait aussi depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, et que vu l'actualité aujourd'hui, il est réquisitionné sur le terrain, et que donc voilà, il cède sa place, priorité à l'actualité. Mais comme David est un peu en retard, et en l'attendant, est-ce que vous entendez derrière ou pas? Alors, je ne sais pas comment faire. Là, c'est mieux. Voilà. Donc je disais qu'on n'était pas encore au complet sur le plateau, mais qu'on va commencer, et que David Dufresne nous rejoindra dans quelques instants, il est en route. Et que donc Mathilde Larère, historienne, que vous connaissez bien si vous fréquentez le site de Mediapart, est aussi avec nous cet après-midi pour essayer de donner une perspective historique à ce qu'on vit en ce moment, et notamment les violences policières dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes. Et donc qu'on peut commencer. Alors moi je suis plutôt dans un rôle d'animateur, mais très vite je vais m'effacer pour laisser la place aux questions dans la salle et que vous puissiez la questionner. Mais par rapport à l'actualité du jour, puisque nous les journalistes on part toujours de la journée qu'on vit, le rôle notamment qui est dévolu aujourd'hui à l'armée, qui nous paraît assez exceptionnel, comment est-ce que vous l'analysez, comment vous le percevez par rapport au XXe siècle, même si vous êtes spécialiste du XIXe siècle à la base, est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu depuis la guerre? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, Ah, le voilà. Salut David. Bon, je réponds quand même à la question le temps qu'il s'installe. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand Mediapart m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, la réponse que j'ai faite, c'est « mais vous préférez pas une 20e-iste » Enfin, j'ai dit une parce que j'ai toujours tendance à privilégier la présence des femmes sur les plateaux. Parce que moi, je suis spécialiste du 19e siècle. Vous savez, ça ressemble pas du tout quand même. Au 19e siècle, il y avait l'armée quand même. Donc là, c'est pas pareil en ce moment. Et entre-temps, voilà, mobilisation de l'armée. Donc d'un seul coup, je me suis sentie vachement moins dépassée finalement, comme avec mon 19e siècle, mon armée. Et malheureusement, là, j'espère que je suis toujours déplacée, les morts. Parce que la réalité du 19e siècle, ce qui change par rapport à aujourd'hui, enfin donc là, qui change un peu moins, c'est qu'il n'y a pas de force spécialisée dans le maintien de l'ordre au XIXe siècle, ce qui fait que face aux insurrections, aux manifestations, aux attroupements de façon générale, on donne directement l'armée, qu'on appelle la ligne à l'époque. Et ça, c'est une autre grande différence, mais qui est très importante quand on travaille sur le maintien de l'ordre au XIXe siècle. Une force de l'ordre qui a disparu, qui était la garde nationale, et qui était une force de l'ordre très particulière parce qu'en fait, c'était des citoyens armés. Mais pour bien s'assurer que ces citoyens armés ne se retourneraient pas contre le pouvoir, on les choisissait sur des critères censitaires. Donc c'était seulement ceux qui payaient un certain niveau d'impôt qui étaient armés. Le problème, c'est que, enfin le problème pour le pouvoir, c'est que quand on est dans des situations de type insurrectionnel, voire révolutionnaire, même ceux qui payent des impôts se dressent contre le pouvoir. Et donc, à plusieurs reprises, la garde nationale a été de l'autre côté de la barricade. Donc, en fait, il y a tout à... Moi, j'ai travaillé là-dessus, sur la garde nationale, comment une force de l'ordre peut se retrouver par certains moments une force de désordre. Mais c'est vrai que ça change complètement la donne au XIXe siècle, et ça la change finalement assez en défaveur du pouvoir, au point que Thiers va supprimer la garde nationale au lendemain de la Commune. La Commune, vous connaissez les fédérés, c'est des gardes nationaux. Et donc c'est vraiment le moment où la garde nationale bascule complètement du côté de la répression. Alors sur l'usage de l'armée, l'armée continue à être envoyée contre les insurrections. Effectivement, pendant tout le XIXe siècle, au début, un des grands envoyeurs de l'armée, c'est Clémenceau, qui envoie l'armée en 1906 contre la Grande Grève suite à l'accident de Courrières et contre le 1er mai 1906 à Paris. L'armée est déployée, il faut voir les images, on a l'impression... remarquez que ça ressemble un peu à ce qu'il y a aujourd'hui, mais les armes sont en faisceau, ils sont vraiment préparés. Il y a 6 morts, je crois, le 1er mai 1906. Il y a de très grosses répressions avec l'armée en 1908, en 1910. Donc on est à un moment d'utilisation massive. Ce qui va changer par la suite, c'est qu'en fait, il y a un double processus de délégitimation et par conséquent
moindre usage de la violence politique des deux côtés de la barricade, si l'on peut dire. La manifestation se pacifie et le moment où ça change, c'est la manifestation Ferrer en 1909, qui est l'invention de la manifestation moderne, mais une manifestation qui sort de l'émeute. Hein. C'est le moment où la SFIO invente le service d'ordre, invente le trajet négocié avec la police, donc invente tout ce que l'on a connu pendant très longtemps dans la manifestation, et dans un but de la pacifier, et en face, une pacification progressive des forces de l'ordre, avec toujours des moments où ça ne marche pas, mais sans qu'il y ait eu besoin de recourir à l'armée. 47, c'est le dernier moment où on envoie l'armée. C'est les grandes grèves qui se déclenchent après la bataille de la production, et là, il y a un envoi de l'armée. Mais sinon, c'est fini. C'est fini en métropole, parce qu'évidemment, l'armée est mobilisée dans ce que l'on appelait les DOM, et mobilisée en Algérie, qui était un département à l'époque. Mais en métropole, l'armée n'est plus utilisée, même en 68, De Gaulle n'envoie pas l'armée. Donc là, on est actuellement dans une rupture très nette, une rupture où, en fait, dans ce processus général de délégitimation de la violence politique et de pacification, qui était à la fois celle des forces de l'ordre et celle de la manifestation, eh bien, en fait, depuis 2015, un peu avant, il y a eu un retour de la violence des forces de l'ordre, alors que finalement, pendant très longtemps, les manifestations sont restées peu violentes. Alors, effectivement, maintenant, ça commence à remonter, mais ça remonte parce que depuis très longtemps, enfin depuis plusieurs années maintenant, les forces de l'ordre ont réaugmenté leur recours à la violence. Donc on a eu un moment, un croisement, et maintenant ça... En gros. Donc, merci Mathilde Larère. David Dufresne est arrivé, que vous connaissez sûrement, qui depuis le début du mouvement des Gilets jaunes a pris en charge à lui seul, à bout de bras, cette question des violences policières depuis le mois de novembre, et a commencé à signaler par un tweet qui s'appelait Allô Place Beauvau au ministère de l'Intérieur les violences policières qui s'exerçaient dans les manifestations dans toute la France. On a entamé assez vite avec David, qui était là au début de Mediapart en 2008. On a renoué le dialogue et assez vite on a dit à David, mais c'est génial ce que tu fais, il faut que tu fasses quelque chose avec nous, il faut qu'on continue ensemble, etc. Et depuis maintenant le mois de janvier, David continue son travail qui ne fait que s'amplifier, et donc on relaie sur Mediapart et qu'on essaye d'alimenter, ou en tout cas de compléter par des enquêtes, des reportages, des analyses sur ce que disait Mathilde, c'est-à-dire comment en fait la réponse qui est faite, le maintien de l'ordre face à ce mouvement social. Donc le mieux, je pense encore une fois, c'est que de laisser la parole à la salle. Peut-être David, tu veux réagir juste sur ce que disait Mathilde sur la présence de l'armée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça traduit pour toi, ce recours du pouvoir à l'armée en ce samedi ? Merci beaucoup, Michael. Bonjour à tous et à toutes, et toutes mes excuses pour le retard, mais figurez-vous, j'ai rencontré mon double, place d'Enfer Rochereau, un gilet jaune avec Daf-Duf dans le dos, donc j'ai discuté un peu avec lui, j'ai fait une petite vidéo, voilà. Il s'appelle Mathias, je ne le connaissais pas. Par rapport à ce qui vient d'être dit, bah oui, évidemment, l'annonce, parce que c'est, je pense, ça reste en fait une annonce, du recours à l'armée en termes de maintien de l'ordre. Donc effectivement, ça fait presque un siècle que ça n'est pas arrivé en métropole, puisque la dernière fois c'était en 1921. Alors il y a une toute petite, un tout petit contre-exemple, c'est 92 Bérégovois, qui a envoyé quelques militaires, mais pour des raisons, on va dire, pour le coup techniques, puisque c'était des gens c'était des 35 tonnes qui bloquaient une autoroute. Et donc, évidemment, pour déloger des 35 tonnes, une petite dépanneuse, ça ne marche pas, quoi. Donc, on peut dire que... Mais il n'y avait pas cet affichage qu'on a aujourd'hui qui montre, qui souligne la rupture, c'est-à-dire où on nous annonce qu'il peut y avoir des tirs à balles réelles, que finalement, puisque aujourd'hui, depuis 24 heures, le discours, c'est de dire que le contestataire, le protestataire, en fait, est un terroriste. Alors, ça n'a pas été dit par le gouvernement, mais ça a été dit par les relais du gouvernement. Donc, depuis 24 heures, on est obligé d'expliquer ce que c'est que le terrorisme. Ce qui est assez navrant, quoi. Voilà. Donc, c'est une rupture, c'est une catastrophe.
c'est un affichage martial, c'est une inversion totale des valeurs, puisque ça nous est annoncé en nous disant nous prenons nos responsabilités, alors que les responsabilités seraient évidemment du côté des victimes. Ce seraient les victimes qui paieraient les responsabilités. Ce ne serait pas Édouard Philippe, ce ne serait pas Christophe Castaner. Donc il y a quelque chose qui dépasse vraiment l'entendement. Et si je peux me permettre par rapport à la présentation, si je me suis intéressé en fait aux violences policières qu'on devrait appeler violences d'État, parce qu'au départ c'est quand même le politique qui dote les policiers, qui dictent la doctrine, etc. C'est parce que il y a 10 ans, j'avais réalisé un film et écrit un livre sur ces questions-là, autour du maintien de l'ordre, et notamment à l'époque un distinguo. Le bouquin faisait essayait de voir quelles étaient les différences entre comment le maintien de l'ordre était établi, on va dire, contre à l'époque c'était le CIP, et en 2006 par rapport aux émeutes et aux violences de 2005. Alors qu'en fait, ce qu'on voit évidemment aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, c'est que ce que nous voyons à Toulouse, à Bordeaux, à Quimper, à Paris, à Montpellier, à Marseille, dans les centres-villes, face aux Gilets jaunes et leur soutien, c'est grosso modo des usages qui sont faits depuis 30 ans dans les quartiers populaires. Et c'est extrêmement important de faire ce lien, de comprendre qu'il y a un lien très clair. C'est un lien d'armement, c'est un lien de munitions, c'est un lien de doctrine. Et si vous voulez, on pourra, si ça vous intéresse, s'il y a des questions là-dessus, on pourra rentrer dans les détails. À vous la parole. C'est une question vraiment très très bête, mais pourquoi en fait? Pourquoi, selon vous, c'est peut-être un peu large, mais pourquoi on en arrive à cet affichage martial? Qu'est-ce qui explique du côté peut-être du pouvoir, de pourquoi ils prennent la décision de prendre cette posture-là? Alors, il faudrait leur demander. Michael a passé beaucoup de temps à essayer de joindre M. Castaner pour qu'on fasse une rencontre à trois, le ministre de l'Intérieur, Michael et moi-même. Ça nous a été refusé. Ce dont on peut parler, c'est comment. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est confondant, c'est que c'est possible aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, de le faire. Et là, je crois que nous payons 20 ans de débats sécuritaires, nous payons 20 ans de recul sur sur la défense des libertés publiques, sur la défense des libertés individuelles, et donc le terrain fait que il est fertile, et en fait on se retrouve suspect à défendre la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer, puisqu'on en arrive à un président de la République qui peut, je pense, dans un lapsus, mais qu'importe, il est révélateur, nous dire dans la même phrase que dans un état de droit, on ne peut pas parler de violence policière. Donc à partir de là, tout est possible. Pourquoi ? Bien parce que tout simplement, aujourd'hui, on est obligé de le constater au bout de 4 mois. Moi, je n'y croyais pas au départ. Quand j'ai fait mes premiers signalements, c'est parce que j'étais stupéfait par ce que je voyais. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est la stratégie du pourrissement qui a été choisie par le gouvernement. La seule réponse donnée à un mouvement social, quoi qu'on en pense, politique, qui réclame justice sociale, justice fiscale et justice politique, c'est la police et maintenant l'armée. Voilà. Et donc là, je pense que l'histoire peut nous enseigner. En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que de toute façon, dans les mouvements sociaux, politiques et dans l'histoire et actuellement, c'est à la fois des rapports de force, mais aussi l'enjeu, c'est qui a le plus peur de l'autre. En fait, avec les gilets jaunes, mais c'est vrai avec la commune, c'est vrai avec... à un moment, la peur change de camp, au sens où ceux qui ont peur, c'est le pouvoir. Versailles a peur de la commune. Le gouvernement provisoire en 1848 a peur de juin 48. Ça fait peur. Donc, et là, je pense que franchement, il y a un moment, et encore maintenant, ils ont peur de ce qui se passe. Ils ont peur
des dégradations matérielles, mais surtout de ce que cela peut impliquer, de ce que cela peut prendre comme dimension à la fois insurrectionnelle, de délégitimation complète de l'ordre qu'ils mettent en place. Donc le seul moyen, quand la peur change de camp pour le pouvoir, parce qu'il se met à avoir peur, hein, c'est de faire encore plus peur en face et de répondre en terrifiant en face, parce que finalement dans terrorisme et tout ça, il y a l'idée de terrifier. Ils sont terrifiés, ils vont terrifier. Et donc en fait, c'est un jeu d'échange. Et l'horreur de la répression de la commune, c'est parce elle permet de mesurer la profondeur de la peur du pouvoir au moment de la commune de Paris, et surtout quand commençaient les communes de province aussi. La violence de la répression en juin 48, elle est à la mesure de la peur que suscite la réaction des ouvriers d'une partie des classes populaires parisiennes et un peu bourgeoises parisiennes, qui refusent l'abandon de la sociale après l'élection de l'Assemblée qui est très conservatrice. Et là, en fait, ils trouillent tellement qu'il faut qu'ils fassent encore plus peur. Et donc, ils vont faire peur à tout le monde. Les gamins d'Arago qui sont fichés S, les gens dans la rue à qui on dit, d'un côté, parce qu'il faut quand même rassurer le bourgeois, mais non, les sentinelles, ça va être devant les monuments, ils vont pas tirer. Mais de l'autre, gentiment, on instille à France Inter, à France Culture, oui, si leur personne est en danger, on tirera dessus, etc. Et ça fout la trouille. Et c'est vrai qu'objectivement, on a la trouille. Là, il y a mon fils dans la manif des Gilets jaunes. Sans deck, j'ai la trouille. C'est humain, quoi. Et quand on y va, on a peur. Et donc, en fait, c'est ça. Ils essaient de récupérer pour remettre que la peur soit dans l'autre camp et pas dans le leur. Plus ils ont peur, plus la violence plus la riposte est violente, hein, ou en tout cas annoncée comme violente, parce que l'objectif, c'est de vider la rue. Alors, je voudrais juste apporter une petite précision. Moi, j'ai un doute, en fait. J'ai un doute sur la sincérité de la peur du côté de l'État, aujourd'hui. Je pense qu'il y a une partie qui est sincère et je pense qu'il y a une partie qui est surjouée, qui est surdramatisée. Si on regarde 68, les dégâts sont bien plus considérables qu'aujourd'hui. Si on regarde les manifestations des sidérurgistes dans les années 70, les dégâts sont bien plus considérables. La place de l'Opéra est ravagée. Si on regarde les marins-pêcheurs en 94, le Parlement de Bretagne entier flambe. Si on regarde 1934, où l'armée n'est pas intervenue, il y a volonté de renverser l'État. Aujourd'hui, à part quelques provocations, mais qui sont où il n'y a personne derrière, donc qui sont des pures provocations, il n'y a aucune idée de renversement de l'État. Donc je crois que la peur, alors qu'on se soit approché comme jamais de l'Élysée, c'est un fait. Qu'il y ait eu des erreurs de commandement et que des gens aient pu s'approcher aussi près de l'Élysée, c'est pas très confortable. Mais de là à penser qu'il y a un renversement de l'État qui se joue tous les samedis, non. Moi, je crois qu'il y a une dramatisation. Et ce qui me terrifie, c'est que tout le monde joue cette dramatisation sans rappeler l'histoire, sans rappeler les faits, et en niant la réalité, c'est-à-dire au nom de cette dramatisation, en fait, de tout faire passer, y compris des mutilés, des blessés, etc. Voilà. Et je pense que c'est l'histoire qui pourra nous enseigner plus tard si effectivement l'État a vraiment peur. Ce que je crois, c'est que l'État ne comprend pas. Ça, c'est très clair. Il ne comprend pas qu'un mouvement pareil puisse tenir. Et ne pas comprendre, c'est parfois déjà commencer à avoir peur. Mais une vraie peur, je ne le crois pas. Je crois qu'elle est surjouée, je crois qu'elle est dramatisée. Et c'est pour ça qu'il faut discuter. C'est pour ça qu'on est aussi au niveau des idées. Et qu'on doit aller argument contre argument, discuter avec les forces en présence. Voilà. Merci. Pardon. Bonjour, merci beaucoup pour vos explications. Moi, j'avais une question. Très souvent, quand nos dirigeants politiques sont interrogés sur ces violences policières, l'argument qu'ils nous donnent, c'est la violence de l'autre côté, de la part des casseurs. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut couvrir ces violences policières sans qu'on nous reproche une forme de biais, une forme de prise de parti, alors que manifestement il y a des dégradations matérielles, alors que il y a une démonstration de force des deux côtés. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, merci beaucoup. Hein ? Alors, déjà, ce type de discours, il a toujours existé. Ce type de débat aussi. Et pour travailler sur les émeutes et les insurrections sous la monarchie de Juillet, c'est vraiment
parfois c'est tellement un décalque pour vous dire, le terme de casseur est inventé en 1832. C'est le Figaro en 1832. C'est une histoire assez dingue, parce que le Figaro était un journal plutôt libre et libéral. À l'époque, libéral, c'est à gauche, ça a changé. Mais c'était un journal plutôt libre et qui disait un peu trop de mal du pouvoir orléaniste au goût du pouvoir orléaniste. Alors, le pouvoir orléaniste a une idée très efficace pour mettre fin à ce journal un peu trublion. Oui, le Figaro. Il le rachète. Voilà. Et comme il le rachète, après, il lui fait dire absolument ce qu'il veut. Et en 1932, le Figaro invente le terme de casseur et ne va pas jusqu'à écrire pensée pour les familles des vitrines, mais pratiquement. C'est les insurgés ne sont que des briseurs de lanternes, des casseurs, il faut faire... Donc en fait, ce jeu, il est très fréquent. C'est la même chose d'ailleurs quand on est en histoire et que moi je raconte très souvent la répression, parce que par ailleurs c'est mes objets de recherche, mais parce qu'en plus ça me permet de la dénoncer. Donc c'est un double effet qui se coule, on va dire. Et tout le monde on dit oui, mais vous oubliez les violences, nanana. Donc moi ce que je fais en tant qu'historienne, c'est d'expliquer tout le temps que finalement les violences des casseurs de 1832 comme des casseurs de nos jours, catégorie par ailleurs complètement construite par les médias en 1832 comme de nos jours, c'est jamais que la riposte à la violence première qui est la violence de l'État et la violence sociale. Et que en fait, l'erreur, c'est pas de dire... c'est-à-dire qu'eux, ils vont à un niveau, ils interviennent en disant on a des violences policières, mais elles sont le résultat de la violence des manifestations. Et en tout cas, en historienne, je dis oui, mais ces violences des manifestations, elles sont en riposte des violences de l'État ou des violences sociales. C'est ce que fait Jaurès face à Clémenceau en 1906, lorsqu'il lui reproche d'avoir donc réprimé la grève de 1906 et d'avoir réprimé le 1er mai 1906, et que Clémenceau et les clémencistes disent « Ah oui, mais enfin, ça a des violences, ils ont cassé des trucs, c'est horrible. » Sachant qu'en plus, ils tuent personne en face, c'est toujours du matériel, et que Jaurès intervient en disant « Non, la vraie violence, elle se fait dans les CA, quand ils se rassemblent à huis clos autour d'un bon verre de vin et qu'ils virent la moitié d'une usine. La vraie violence, elle se fait quand ils baissent les salaires. Elle est là, la violence. » Et donc, ça a toujours été le cas. Donc, on ne fait que rejouer un énième débat. Bon, Clémenceau-Jaurès est le plus connu parce que c'est écrit, mais j'en ai plein d'autres en 1830, en 32, en 34, en 39, en 48. C'est toujours la même chose. Et le seul moyen, en tout cas, de riposter, c'est d'expliquer que ces violences des casseurs, tout en déconstruisant à chaque fois, parce que casseur, ça ne veut rien dire, c'est construit pour essayer de trouver un élément, justement, à casser en face. Ce n'est rien par rapport, c'est une riposte à la violence. Et quand on analyse... moi, j'analyse donc des émeutes, forcément, là, c'est un peu violent, mais même des manifestations. En fait, le désordre est toujours co-construit par les manifestants et les forces de l'ordre. Quand il n'y a pas de dispositif important de forces de l'ordre, le niveau de violence est beaucoup plus faible. Quand il est plus important, le niveau de violence augmente dans la manifestation ou dans l'émeute. Et donc, on peut très bien, par exemple, la révolution des œillets, Portugal, 74... Comme la police salazariste était complètement effondrée, il n'y a pas de mort, je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux, mais c'est très très peu, c'est une révolution non violente. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de force de l'ordre en face. Alors que dans des révolutions violentes, c'est parce que ça résiste. Donc c'est le jeu de résistance qui crée la violence de la manifestation. J'apporte une petite précision sur... D'abord, sur couvrir les violences policières, parce que c'est le terme, on est dans un écosystème, on est dans une société. Donc de toute façon, il y a déjà toutes les violences commises sur les forces de l'ordre ou sur les magasins. Cette histoire-là est archi racontée, et re-racontée, et re-racontée, et re-racontée, et re-racontée, et re-racontée. Donc on peut de temps en temps dire qu'il se passe aussi quelque chose d'autre, avec quelque chose à l'esprit d'extrêmement important, me semble-t-il, c'est que la République, c'est pas la loi du talion. Et que on doit connaître, j'allais dire l'ordre, on doit connaître les règles de l'ordre. Quand j'ai commencé les signalements, moi je me suis appuyé sur le rapport donc, de ce grand gauchiste, Jacques Toubon,
défenseur des droits, décembre 2017, dont aucun député ne s'est saisi, pas plus évidemment de la majorité que de l'opposition. Il a fallu à ces députés 11 mois pour se dire, tiens, on nous a donné un rapport. Et dans ce rapport, tout est dit. Vous avez 8 recommandations, tout y est. Le LBD, l'EGLI F4, l'encagement, ou la NAS, qui ne correspond à rien juridiquement ni policièrement, hein, qui est constamment utilisé. Bon. Donc, c'est ça, c'est de dire, on est dans un état de droit. L'état de droit, c'est pas la loi du talion, c'est pas parce que quelqu'un casse qu'il doit se perdre un œil, ça marche pas comme ça. Et par ailleurs, ensuite, quand on analyse les mutilés, les blessés, les gardes à vue, etc., on voit bien que ça s'abat de manière totalement aveugle. Pardon, c'est pas du tout un jeu de mots. Ça s'abat de manière dégueulasse, c'est-à-dire sur n'importe qui, n'importe comment. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a plus de questions à se poser. Évidemment qu'il faut couvrir ces questions-là. Évidemment. Bonjour. Moi, je voulais savoir un peu comment vous collectez la parole des forces de l'ordre et qu'est-ce qu'elle dit de cette situation de violence, quel malaise vous ressentez de leur côté. Alors, je vais vous faire un aveu, c'est qu'en fait, assez rapidement, après mes premiers signalements, j'ai de vieux contacts policiers qui ont surgi, qui m'ont appelé, qui sont toujours au travail, notamment un commandant de CRS à qui il arrive de commander une compagnie sur les Champs-Élysées, vous voyez. Donc il est un peu au cœur de l'action. Et en fait, cette parole policière, alors qui vient aussi de syndicats, mais qui vient donc de policiers, évidemment, s'il m'appelle, c'est qu'il y a discussion possible, on va dire. Et c'est eux qui m'ont donné quelques arguments au départ, car le maintien de l'ordre obéit normalement à des règles très précises, à des policiers qui normalement sont entraînés, sont formés, grosso modo les CRS d'un côté, de l'autre les gendarmes mobiles, et ça ce sont ce qu'on appelle les unités constituées. Ces gens-là sont absolument, pas tous, mais certains, en tout cas ceux qui m'appellent, effarés par la transformation qui est faite par leurs collègues de la BAC, des CSI et autres BRI, etc., sont absolument consternés par ce qui se passe. Donc vous avez cette parole-là qui n'est pas audible, qui ne peut pas apparaître sur les plateaux de télévision parce que ça briserait le devoir de réserve. Et donc on a à la place un discours officiel qui est et ainsi de suite, qui est celui des syndicats, de la plupart des syndicats, pas tous, qui sont, il faut le savoir, les directeurs des ressources humaines bis. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la police, c'est un peu comme l'éducation nationale, on choisit son syndicat en fonction des mutations qu'on a envie d'avoir. Donc les syndicats les plus importants sont importants et le sont de plus en plus. Et pourquoi ? Parce que c'est eux qui pèsent sur vraiment votre carrière. Voilà. Et donc ces gens-là sont de tout temps les courroies de transmission du discours officiel du ministère de l'Intérieur. Mais il y a des policiers qui sont en désaccord, il y a quelques syndicats, et puis il y a quelques policiers qui... on a vu dans Mediapart, par exemple, des officiers de police judiciaire qui ont, de manière anonyme, expliqué qu'il était hors de question pour eux d'accepter de faire des procédures illégales, notamment concernant les gardes à vue abusives et arbitraires de manifestants. C'est juste une question pour toi, David. Excusez-moi, mais je rebondis sur votre question. Parce que moi, j'ai lu Maintien de l'ordre, c'est le bouquin qu'il a fait, c'est génial. Mais j'ai lu aussi Tarnac Magasin. En fait, ça fait très longtemps que je le lis. Et dans Maintien de l'ordre, tu cites un rapport de la police
que j'avais trouvé très intéressant, dans lequel non seulement il se posait des questions de maintien de l'ordre, mais surtout il disait il faut une réponse politique. Et dans ce rapport, ce qui était très intéressant, c'était une parole policière, mais on se rendait compte qu'il voyait bien la dimension politique de ce qui se passait dans les banlieues en 2005 et qu'il demandait un traitement politique. Est-ce qu'il y a ça en ce moment? Est-ce qu'ils ont conscience? Est-ce qu'il y a ce... Alors, parce que dans le bouquin, c'était hyper net. Alors, effectivement, c'était... comme quoi, parfois, Jacques Toubon, ou à l'époque, le directeur central des renseignements généraux, va faire un rapport juste après les émeutes de 2005, où il est fait état de soulèvement populaire des quartiers. Il n'est pas fait état de violence urbaine. Violence urbaine, c'est du délit. Violence urbaine, c'est enlever tout caractère social, voire revendicatif. Ne pas voir qu'on apprécie ou pas que dans la casse, c'est un mode d'expression politique. On peut être en désaccord avec ça, avec l'acte, mais nier ça, c'est ne pas comprendre. C'est ne pas comprendre ce qui se passe. Et effectivement, vous avez parfois des policiers, c'était le cas pour les émeutes de 2005, donc le directeur des renseignements généraux, dont le rapport, effectivement que j'avais publié in extenso, parlait de soulèvement populaire des quartiers. C'est-à-dire que on aurait cru lire Edoui Plenel dans Rouge. Hein, pardon. Voilà. Alors aujourd'hui, je crois que les policiers s'interrogent moins sur les causes de ce qui se passe que sur les conséquences et comment y répondre. Mais il est très clair que la réforme du renseignement en France, qui a décapité finalement les renseignements généraux, c'était une police politique, certes, mais c'était aussi le baromètre de la société. C'est-à-dire qu'ils venaient dans des réunions comme celle-ci, ils essayaient de savoir un peu ce qui se passait dans les usines. Bon, il y en a bien sûr. Et là, on sait aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été un petit peu discuté sur les têtes qui ont été coupées à la préfecture de police en disant le renseignement n'a pas marché. Et effectivement, un phénomène comme les gilets jaunes, un phénomène comme les ronds-points, c'est absolument ahurissant que la police soit passée totalement à côté des signaux faibles avant-coureurs d'un événement comme celui-ci. Et aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup trop tard pour la police. Enfin, le coup est parti, quoi. Voilà. Mathilde Larère, sur cette question de l'attitude des policiers, on a vu au début du mouvement social des Gilets jaunes qui espéraient que les policiers basculent. On entendait ça beaucoup dans les cortèges. C'était les policiers avec nous, comme l'espoir en fait qu'une condition sociale difficile et partagée puisse les faire basculer du côté jaune. Est-ce que ça, dans l'histoire, c'est déjà arrivé? Est-ce que c'était un espoir qui se fondait sur un historique précis qui aurait pu ressusciter? Ah oui, non, mais de toute façon, c'est arrivé même assez souvent. Et d'ailleurs, en général, ce qui fait passer de l'insurrection à la révolution, dans les étapes de passage, c'est la fraternisation des troupes. C'est quand les troupes fraternisent qu'on glisse finalement dans un phénomène révolutionnaire, parce que là, à partir du moment où le pouvoir perd son bras armé, il ne peut pas se maintenir. Et donc, les légitimités vont changer. Et donc, on va pouvoir légitimer l'illégal. Le moment de la révolution, c'est quand on légitime l'illégal. C'est vraiment la définition. C'est ce qui se passe. Donc, ça arrive très souvent. Ça arrive d'autant plus souvent que, dans les forces de l'ordre, il y a cette fameuse garde nationale dont je vous parlais. Et c'est bien pour ça qu'on l'a supprimée. Parce qu'elle vient du peuple. Elle vient des citoyens. Et que donc... sa présence, en fait, elle est beaucoup moins contrôlée, elle est beaucoup moins disciplinée. Quand elle est du côté de la répression, elle légitime par sa présence la répression. Ça veut dire que les citoyens soutiennent la répression. Mais quand elle passe de l'autre côté de la barricade, le pouvoir est foutu. Il y a une affiche en février 1948 qui est affichée sur les murs de Paris et qui écrit « À la garde nationale seule, il appartient de distinguer l'émeute de la révolution ». Et en février 1948, elle choisit donc les insurgés qui deviennent des révolutionnaires, et c'est la révolution de 1948. Donc la fraternisation était facilitée par le fait que l'on avait quand même sur le terrain des forces de l'ordre qui étaient des forces de l'ordre citoyennes. Et après, ce qui joue aussi, quand on donne la ligne,
la ligne, surtout donc à partir de la Troisième République, on est en service militaire universel, masculin évidemment, hein, ils n'étaient pas prêts à envisager qu'il y ait des femmes dedans, mais donc on a des appelés et le maintien de l'ordre parfois est utile et les mobilise. C'est ce qui arrive dans le sud de la France, l'émeute des vignerons, le fameux 17e, hein, parce que ceux que l'on envoie contre les vignerons révoltés, eh ben, en fait, c'est des gars du peuple aussi, c'est la même chose. Et au bout du compte, ils se retrouvent et ils ne tirent pas sur leurs frères. Hein. Parce qu'il y a eu pendant très longtemps ces possibilités de porosité entre le corps social et les forces de l'ordre, hein, qui fait qu'elles étaient finalement moins professionnelles, moins disciplinées, mais résultat, capables de fraterniser. Et le 17e, donc ceux qui fraternisent, il y a une superbe chanson, hein, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. De fait, ils ne tirent pas, bon, dans plein d'autres cas, ils tirent. Hein, mais ces moments de fraternisation s'expliquent pour ça. Le 18 mars 1871, hein, les troupes du général qui est allé chercher les canons sur la butte Montmartre, lâchent le général, mettent crosse en lettres et fraternisent. Donc c'est très présent. Enfin, crosse en l'air, c'est dans plein de chansons révolutionnaires, un appel à la fraternisation, et ça existait. Évidemment, il y avait plein d'autres fois, il n'y avait pas de fraternisation, dans ce cas-là, on avait des massacres. Oui, bonjour, merci. J'avais deux petites questions. La première, c'est... Est-ce que vous pourriez nous parler de la perception, on va dire, générale qu'a la société vis-à-vis des violences à la fois des manifestants et des violences policières? Est-ce que vous arrivez à identifier des crans d'arrêt ou des degrés qui font basculer ces perceptions? Et puis la deuxième petite question, c'est est-ce que de façon générale aussi, vous ne pensez pas qu'il y a une espèce de méconnaissance historique qui nous amène à penser que cet amour de l'ordre qui est rassurant, qui nous empêche de penser la violence ou qui nous conditionne dans notre perception vis-à-vis de la violence, qui font que le débat avance pas ou que rien ne change? Écoutez, je pourrais vous répondre un tout petit peu sur la première question par rapport à ce qui se passe depuis 4 mois. Ce que je sens dans les témoignages, dans les emails que je reçois, etc., de victimes ou de proches de victimes, c'est la découverte sidérée de violences policières. Il y a, par exemple, parmi certains blessés que nous recensons, hein, parce qu'on ne fait aucun distinguo, des gens d'extrême droite. Même un peu plus qu'extrême droite. Il y en a même un, c'est un nazi. Ces gens-là, jusqu'ici, étaient pour l'ordre. En tout cas, l'ordre d'État était quelque chose qui était, c'était pour eux, quoi. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Là, je vous ai donné un exemple très particulier, mais ce que je sens, c'est vraiment la découverte de ces violences policières, en tout cas de la capacité que peut avoir la police à être extrêmement violente. Et ça, plus le silence médiatique pendant un mois et demi, plus le délit politique, a créé probablement les conditions qui ont fait que samedi dernier, en effet, des gens qui se sont transformés, qui ont surgi en tant que Black Bloc ou assimilés, ont été applaudis. Il y a 3 mois, ils n'étaient pas applaudis. Donc on voit très bien qu'il y a une évolution, et cette évolution, elle se fait par la violence policière. Donc il y a eu tout un tas d'articles tout à fait justes, un petit peu naïfs, en disant mais comment se fait-il que les violences policières soient le ciment? Parce que ça a toujours été le cas.
Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la violence policière, dans un cas comme celui-ci, s'abat aveuglément, que vous soyez manifestant dur ou pacifique, que vous soyez gilet jaune centriste, de droite, abstentionniste, de gauche, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens pour qui la violence policière n'existait pas, ça n'existait pas dans leur famille, ça n'existait pas dans leur quotidien, et qui a surgi. Donc là, bien évidemment, qu'il y a un contre-effet évident. Et ça me ramène à la question de tout à l'heure. Il y a déjà des policiers extrêmement inquiets sur l'après, c'est-à-dire que sur l'image de la police, déjà considérablement dégradée, qui s'est encore dégradée dans des couches de population qui jusqu'ici étaient soit indifférentes à ces questions-là, soit plutôt favorables à un ordre dur. Moi, parmi les trolls, le nombre de gens qui sont pour des violences policières, c'est ahurissant. Mais dans le même temps, je reçois des emails de gens qui disent « j'ai basculé de l'autre côté ». C'est pas possible. Alors, moi, je vais surtout répondre à la deuxième question, parce qu'en fait, sur la façon dont réagit la société, soit je connais, enfin, je vois que des gens, mais c'est mon milieu, donc c'est représentatif de pas grand-chose, soit c'est ce que je lis dans la presse, donc en fait, j'ai pas les moyens de répondre un peu sérieusement à la question. Sur le fait, est-ce que l'histoire manque? Évidemment que oui. Évidemment qu'il faudra en faire beaucoup plus. Mais rien que là, c'est-à-dire que on a des gens, c'est le terme que tu utilises, David, qui sont sidérés par la violence. Mais en même temps, si on s'intéressait un petit peu, là, c'est même pas de l'histoire, mais si on s'intéressait un peu à ce qui se passait en dehors du monde qui est autour de nous, les gens se seraient rendus compte que la violence, elle est présente dans les quartiers populaires depuis longtemps. Et que la BAC qui tire, les flashballs, ça fait qu'il y ait des morts, il y en a dans les quartiers populaires. Alors, la mort d'Adama Traoré a fait que les gens en ont un peu pris conscience, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Donc ça fait longtemps que c'est là. La façon dont on a réprimé à la fois policièrement et judiciairement 2005, c'est hallucinant de violence. Et on l'a laissé, on l'a oublié d'une certaine façon. La façon dont, depuis les années 40, 50, 60, on réprime les mouvements syndicaux, les mouvements politiques, les mouvements sociaux en Guadeloupe, mai 67 en Guadeloupe. C'est complètement dingue, la répression dans les anciens dom-tom. Maintenant, on dit quoi? Drom, c'est ça? Je ne sais jamais trop comment on dit maintenant. Alors, je dis dom-tom, mais je sais que ça fait vieille conne quand je dis dom-tom. C'est comment on dit? Ouais, ça d'accord, c'est des colonies, mais le terme officiel. Donc, pareil, on n'a pas du tout fait gaffe aux dispositifs qui étaient pris contre les supporters dans les stades de foot. On se disait, ouais, c'est les supporters dans les stades de foot, c'est con les supporters dans les stades de foot. Sauf qu'on avait mis en place un dispositif absolument liberticide et qu'il est avec tout ce qu'on voit qui se met en place là-dedans, c'est-à-dire des arrestations préventives, des interdictions préventives. Donc on était complètement on est dans le déni de l'état de droit. Et en fait, le pouvoir, il a procédé en finalement supprimant et en s'asseyant sur les libertés fondamentales, mais dans des secteurs où on ne regardait pas trop. On ne regardait pas trop parce que soit c'était loin, effectivement, les ex-colonies ou toujours colonies, enfin tous les territoires en sous-France, c'est-à-dire sous la France. Soit c'était dans les stades, soit c'était à Clichy-sous-Bois ou dans les quartiers. Et donc on ne faisait pas gaffe. Et puis d'un seul coup, ça nous explose à la gueule en centre-ville parisien. Et d'un seul coup, on regarde. Alors c'est bien qu'on regarde parce que c'est scandaleux où que ça ait lieu. Mais c'est vrai qu'il y a cette sensation que, en fait, c'est en place depuis longtemps. Et c'est bien ça le problème. Et là où l'histoire serait utile, la plupart des lois liberticides, on a fait une émission avec Laurence Decoq et Vanessa Codaccioni, qui est vraiment la spécialiste de ces questions des lois liberticides sur Mediapart, donc vous pouvez le retrouver. Et où en fait, l'essentiel des dispositifs actuellement utilisés contre les manifestants, ils se mettent en place en 1893 contre les anarchistes. La disposition association de malfaiteurs qui permet actuellement de réprimer de façon absolument scandaleuse tous les militants de Bure. C'est vrai que ça aussi, la ZAD, Bure, tous ces militants écolos qui sont... Enfin,
C'est loin, alors on ne fait pas très attention. Mais les associations de malfaiteurs, loi 93-94, 1893-94, ont été réactivées contre Tarnac, ont été réactivées contre Bure et sont réactivées actuellement. Ce qui fait qu'en fait, on est actuellement dans des systèmes liberticides qui ont été mis en place en 1893 au lendemain d'un attentat anarchiste. Dans le choc produit par cet attentat anarchiste, ils avaient lancé une bombe dans l'hémicycle. Alors forcément, ça choque les députés. Et c'est dans ce contexte-là qu'a été mis en place des lois qui sont réactivées maintenant. La difficulté de la France, c'est qu'on a une histoire en feuilletonnage de lois liberticides. Et c'est ça qui est important, c'est des lois, donc elles ne sont pas effacées. Dans d'autres pays, c'est des décrets, c'est exécutif. Là, c'est des lois, elles sont là, elles sont présentes et on peut les réactiver à n'importe quel moment. Le meilleur exemple, c'est l'association de malfaiteurs de la fin du 19e siècle et qui maintenant sert à casser systématiquement. La loi casseur actuelle ne fait que reprendre. En fait, de temps en temps, ils en font une autre pour donner l'impression qu'ils font du neuf, mais tout est là. Tout le dispositif est là. Et c'est là que l'histoire est utile, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on s'assoit sur l'état de droit. Et ça fait longtemps aussi que des gens luttent contre ces lois liberticides, qu'ils ont donc un argumentaire pour lutter contre, et qu'il faut aller le voir, comme ça on gagne du temps, parce qu'on peut le ressortir. Oui, alors justement, du coup, j'avais une question, mais du coup, j'en ai une deuxième. Est-ce que vous qui enquêtez, ça ne vous dérange pas, justement, aujourd'hui, on n'entend pas les banlieues, justement. Et les banlieues, je ne sais pas parler dans le micro, moi. On n'entend pas les banlieues aujourd'hui, ou alors je me trompe, mais en tout cas, c'est pas médiatisé, on n'a pas l'impression qu'ils soient... Oh, je sais pas, là, donc je disais, on n'entend pas les banlieues aujourd'hui dans ce mouvement de révolte. Et justement, on a l'impression que là, on découvre les violences policières, et vous rappeliez qu'elles existent depuis longtemps justement dans les banlieues. Et est-ce que ça vous dérange pas justement que quand les gens se sentent finalement, c'est parce qu'ils ont manifesté et qu'ils sont directement concernés qu'ils s'insurgent, mais ça existe depuis longtemps, et on ne les entendait pas quand il y avait justement les violences contre les jeunes des banlieues, qui étaient peut-être aussi, leur révolte était aussi peut-être légitime que celle des Gilets jaunes. Et ça m'amène aussi une autre question, c'est la violence, là on parle de violence physique, mais la violence psychologique qui existe aussi justement dans les banlieues. On parle du délit de faciès, on parle des contrôles d'identité. Et du coup, ça va mettre une autre question, c'est celle par rapport aux jeunes qui ont été humiliés devant le... Voilà, ça aussi c'est une forme de violence, donc qui est peut-être plus psychologique. Je ne sais pas si vous faites un rapprochement entre ces deux formes de violence. Voilà, donc j'ai un peu tout mis dans le même sac, mais désolé. Donc la question, pour ceux qui n'ont pas entendu, portait sur les violences en banlieue, qu'on n'a pas vu, pas su entendre, et les gens qui se mobilisent un peu seulement quand ça les concerne, si je comprends bien. Alors, je vous rejoins complètement, mais en même temps, ça fait 30 ans qu'on dit ça. Il faut qu'on sorte de ça, parce que là, il y a une sorte de fatalisme qui est assez décourageant, en fait. Alors, il y a quand même des explications. D'abord, ce qui se passe depuis 4 mois est totalement inédit par sa densité et sa massification. Nous avons plus de 120 personnes qui ont été visées à la tête par des LBD. Alors que M. Castaner est allé rappeler devant des enfants sur un tableau d'école que la tête, c'est non. Nous avons 22 personnes qui ont perdu un œil, 5 une main, en 4 mois. Donc on a un effet de masse, si vous voulez, qui montre qu'on a changé quand même de braquet. Il y a 3 jours, il y a eu un débat à la Bourse du Travail autour de toutes ces questions-là. Et il y avait le comité Adama Traoré qui était là. Magnifique. Magnifique parce que justement, voilà, le périphérique avait sauté, quoi. Voilà, le dialogue, il a lieu, etc. Et c'est évidemment ce vers quoi il faut aller. Car c'est la même police, c'est la même violence, c'est la même acceptation par la population de tout ça, ou le laisser faire. Bon, voilà. Mais sachez bien que on sait. Alors il y a une explication quand même importante, je crois. Qu'est-ce qui me permet de faire Allo Place Beauvau au départ tout seul, puis après je vais revoir mes vieux copains qui n'ont pas vieilli d'ailleurs.
enfin certains, c'est que j'ai des documents audiovisuels. C'est-à-dire, pendant les manifestations, des gens filment, des gens photographient, et donc c'est assez simple d'attester des faits. C'est assez simple de dire « Allô, place Beauvau, il y a un signalement, vous pourriez enquêter là, regardez les images ». C'est beaucoup plus difficile dans le cas d'une bavure, parce que, par essence, une bavure, elle n'est pas filmée. Elle n'est pas filmée parce que ça se passe en quelques secondes, c'est à l'improviste, c'est imprévu, etc. À chaque fois qu'une bavure en banlieue est filmée, elle a un écho. C'est la question de la visibilité. Ce n'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant, je veux dire, comme argument, mais ça explique des choses. C'est-à-dire qu'en réalité, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé plus de 2000 gilets jaunes blessés. Nous, on en a 551. Parce qu'il y en a 551 qui ont été filmés, photographiés. Et aujourd'hui, dans la manif, donc il n'y a pas de souci pour votre fils, tout le monde filme. Et peut-être que si ce phénomène se répand et qu'à la moindre arrivée de la police, il y a quelqu'un qui filme à Clichy-sous-Bois ou à Vénissieux, eh bien on pourra faire remonter beaucoup plus facilement les choses. Bonjour. C'est un peu dans la continuité de ce qui a été posé comme question, où il y avait justement comment on peut documenter les violences policières dans leur impact invisible, que ce soit donc les violences psychologiques, et je pense que ça nous impacte tous et toutes assez fort, et que ce qui s'est passé, enfin même si je pense que la répression des jeunes lycéens à Mantes, c'est aussi quand même de la répression physique, parce que d'obliger des jeunes à être à genoux, voilà. Mais et je voulais savoir si vous aviez eu un peu des retours sur des violences sexuelles notamment, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très banalisé. Donc peut-être c'est difficile de le faire émerger. Je ne sais pas quelle présence il y a des violences sexuelles dans le mouvement des Gilets jaunes de la part de la police. Mais bon, pour avoir vu par exemple pendant la loi Travail 1, des espèces de fouilles hyper violentes aux abords des manifs, parce que, en fait, quand on fouille les gens avant de rentrer en manif, il y a aussi les fouilles à corps extérieurs, quoi, les palpations, et les insultes de la police pour réprimer en fait les femmes militantes, parce que, il y a vraiment un rappel à l'ordre sexuel et sexiste de les femmes, elles n'ont rien à faire là, il faut qu'elles rentrent à la maison et qu'elles arrêtent de l'ouvrir, quoi. Et voilà. Et disons que. Je pense que la question du sexisme pour aussi faire du rappel à l'ordre dans les mouvements sociaux, c'est un truc au niveau de l'histoire, il y a des choses intéressantes. Voilà. Et est-ce que là, dans les mouvements actuels, c'est documenté, ou est-ce que ça vaudrait pas le coup de le faire émerger pour que ça puisse être rendu visible ? Alors, parmi les 551 cas, il y en a 2. Parce qu'il y a des plaintes. Parce que là, pour le coup, ça pourrait être filmable. Enfin bon, c'est pas filmé, voilà. Il y en a une, c'est à Lyon, je crois, et l'autre à Tours, quelque chose comme ça. 2 jeunes femmes qui ont été, insultées, traitées de tous les noms, et une qui a été fouillée de manière honteuse. Donc, elle a porté plainte. Donc, à partir du moment où il y a une plainte, il y a un début de documentation, si vous voulez. On ne peut pas fonctionner sur des oui-dire. On est obligé d'avoir un minimum. Il faut pour cela, soit que ça a été filmé, soit que la victime, et c'est difficile, s'engage dans une procédure judiciaire. Mais vous avez raison, la violence psychologique est quelque chose d'assez conséquente, mais qui est difficilement quantifiable pour le coup. Voilà. Merci. Oui, je voudrais poursuivre sur la collecte des informations, David Dufresne. Vous avez évoqué les documents que vous recevez. Vous dites tout le monde filme. À l'ère de la manipulation des images, on a eu l'affaire du policier dans la boutique du Paris Saint-Germain ces derniers jours. J'aimerais savoir comment vous validez les informations avant de les publier, avant de les mettre en ligne.
Comment est-ce que vous vous préservez d'une manipulation ? Alors, le policier du PSG, devant la boutique PSG, c'est le bon exemple, car il se trouve que ça a été filmé par Rémi Buisine, qui fait partie de cette jeune génération de courageux, de téméraires, des gens qui sont capables de tenir 7 heures, 8 heures sans manger, et de filmer les manifs, et d'être, si je puis dire, au contact. Et c'est lui qui filme. Et moi, donc il travaille pour Brut. Et moi, on m'alerte sur une scène où il se fait matraquer. Et il se trouve qu'il se fait matraquer parce qu'il filme ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire un policier qui est en train de plier des maillots et les mettre dans un sac. Mais Rémi Buisine, qui est jeune, dans son grand professionnalisme, n'a jamais dit que le policier volait. Et moi, je mets cette scène-là pour expliquer pourquoi Rémi Buisine se fait matraquer. Mais à aucun moment, je dis que le policier vole. Je n'ai absolument jamais dit ça. Non, mais je vous le dis, parce qu'après, vous avez des interprétations qui sont faites. Et effectivement, c'est parti en vrille. Et immédiatement, la préfecture de police a bien compris ce qu'il fallait faire. Elle a demandé à l'IGPN d'ouvrir une enquête qui était ficelée au bout de 24 heures. Bien évidemment que le policier, qui prenait tout son temps, n'était pas là en train de voler des maillots du PSG. Il était en train de les prendre pour les restituer en fait aux propriétaires. Basta, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas, voilà. Mais par contre, Rémi Buisine se fait matraquer parce qu'il filme ça. Et il est journaliste, donc entrave à la liberté de la presse. Alors, non, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire que, alors généralement, la première des choses, c'est de la documentation, voilà, donc vidéo, photo, etc. La deuxième, c'est m'approcher le plus possible, soit de la personne qui a filmé, soit de la victime, d'attendre. Par exemple, je ne sais pas ce qui s'est passé à Nice à 11h30 ce matin. Tout Twitter s'enflamme autour d'une dame de 70 ans. Je n'en sais rien. J'attends, je vous en parle comme ça, mais entre amis. Mais je n'ai pas tweeté, car j'attends. On a le temps. On a le temps pour bien savoir ce qui s'est passé. Donc, attendre, ne pas se précipiter, être au plus près des victimes au sens des sources, les avoir au téléphone, attendre qu'il y ait des plaintes, attendre des certificats médicaux, etc. etc. Sur les vidéos, bien évidemment qu'on n'a pas toujours le contexte, mais on a un certain âge, on a une certaine habitude, on connaît les sigles, on connaît les uniformes, on connaît les pratiques, on connaît les munitions, on connaît les armes. On peut savoir à peu près ce qui s'est passé. Et puis, je vous dis, il y a quantité de témoins. Et il est arrivé que je fasse des approximations. La beauté de Twitter, c'est que dans la minute même, c'est corrigé. Et dans la minute même, je précise, ou dans la minute même, je supprime et je remets un autre tweet qui explique différemment les choses. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et je tiens à vous dire que M. Castaner, M. Édouard Philippe, M. Nunez, tous les trois ont été interpellés à plusieurs reprises, nommément sur mon travail. Aucun ne l'a remis en cause. Aucun. Non, je sais, mais vous êtes nombreux, quoi. Non, par ailleurs, pour ceux qui sont abonnés ou ceux qui ne sont pas abonnés, donc c'est gratuit aujourd'hui, on a pris le soin, c'est assez peu regardé, mais on a toute une infographie sur la méthodologie, comment un signalement en fait arrive dans la base de données. On explique vraiment étape par étape comment ça fonctionne. Voilà. Et pour tout vous dire, à la fin, il y a un deuxième regard fait par quelqu'un d'autre qui, comme un double check de tout ce que moi je peux tweeter, qui se retrouve avant que ce soit publié sur Mediapart. Alors, comme le programme est chargé, on va devoir prendre une dernière question et j'en suis désolé. Et après, céder la parole à d'autres. Merci, bonjour. J'aurais une question sur ce qui se passe après les violences policières. Donc, on a dit parfois une plainte est déposée, la justice est saisie. Parfois, par ailleurs, il peut y avoir une enquête de la police des polices. Est-ce qu'on a une idée, à la suite de toutes ces procédures, du pourcentage de ces procédures qui aboutissent
par donner raison, ou plutôt raison, à la version des manifestants? Moi, là, c'est pareil, je travaille pas dessus. Après, je regarde beaucoup et je suis les comptes rendus qui peuvent être faits parfois par des journalistes, parfois par des militants, des gardes à vue, des comparutions immédiates au tribunal. En général, c'est le lundi et le mardi. Surtout qu'il se trouve que j'ai une copine qui elle est à la retraite, donc elle a le temps et elle y va tous les lundis. Et elle nous raconte. Ce qu'elle dit, c'est que ça dépend des chambres. Il y a des chambres où les répressions sont... C'est vraiment absolument... Et elle dit qu'il y en a quelques... Des fois, elle a vu des situations où certaines chambres... Enfin, les chambres, c'est donc devant quel juge y passe, quoi. Où là, il y avait moins de répression judiciaire. Mais de façon générale, la répression judiciaire, elle est profonde, beaucoup plus silencieuse, mais terrible. Par exemple, là, la semaine dernière, il y a tout un tas de gens, casier judiciaire vierge, enfin vraiment que dalle. Ils se prennent au mieux du mois avec sursis et souvent assortis d'interdiction d'aller sur le territoire. C'est des gens qui habitent pour certains à 10 minutes de Paris. Et ils n'ont plus le droit d'aller à Paris pendant des mois, parfois pendant plus longtemps. Alors des fois, ils n'ont pas le droit d'y aller que le samedi. Donc, mais sinon, il y a même des interdictions. Enfin, il y a des trucs assez hallucinants. Pour des gens, je dis casier judiciaire, normalement, et il y a même des situations, alors là, après, c'est corrigé, mais où on a des gens qui passent, ils n'ont même pas d'avocat commis d'office. Donc, on n'est pas dans les cadres, ils doivent être comment ça s'appelle, défendus. Mais la question de monsieur, en fait, c'était du côté... Merde, j'ai pas répondu. Il y a plusieurs visions de l'histoire. Les vaincus et les vainqueurs. Donc là, non, je rigole. L'IGPN. Contrairement à l'idée reçue, l'IGPN, c'est quelque chose. Pour un policier, avoir l'IGPN dans le dos, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour l'avancement, c'est pas bon pour la mutation, c'est pas bon pour le service. Ça veut dire qu'il faut parler. C'est vraiment pas bon. Ensuite, est-ce que la justice va passer? On n'en sait rien parce que c'est dans longtemps, car la justice, évidemment, son temps est beaucoup plus long, etc. Mais les victimes, de mon point de vue, ont tout intérêt à jouer la transparence, c'est-à-dire à porter plainte et à rendre public leur plainte. Plus votre cas est connu, plus il est surveillé comme le lait sous le feu. Aujourd'hui, il y a tellement d'enquêtes. L'IGPN n'a jamais eu autant d'enquêtes sur les bras concernant un mouvement social que depuis 4 mois. Il est évident qu'il y aura des condamnations de policiers dans les années qui viennent sur ce qui s'est passé là. C'est évident. C'est absolument impossible qu'il n'y en ait pas. Mais quand, combien, est-ce que ce sera avec sursis, etc., etc., c'est difficile à dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la police des polices, c'est pas bon, quoi, pour un policier. Voilà, c'est pas bon. Ok, on est obligé de s'arrêter là, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce débat. Merci à David Dufresne et à Mathilde Larère d'être venus. Et vous pourrez les retrouver très bientôt sur Mediapart.